plein écran. Voilà. Voilà. Alors écoutez, c'est la première fois, c'est inédit, c'est une conférence internationale avec, sur votre droite à l'écran, Dominique Seigneur, qui est porte-parole d'Allergie Québec. Sur votre gauche à l'écran, Marie-Josée Betté, qui est une maman polyallergique et qui a un fils de 19 ans. Elle a un blog, elle a écrit de nombreux livres. Elle est versée dans ce domaine depuis environ 19 ans. Vous avez déjà vu sur le salon Pascal Couratier, qui est la porte-parole de l'AFPRAL, donc l'Association française de prévention des allergies alimentaires, qui est venue depuis Paris pour être sur notre stand. Et puis, on finit par les Suisses. Laure Tercier, qui est la représentante de AHA, l'association suisse. AHA, Centre d'allergie suisse. Oui. AHA, Centre d'allergie suisse, qui, elle, a un petit peu plus de bouteilles que moi, Anita Fossaluzza, d'Allergissima, petite association qui est toute jeune et qui a à apprendre de ses maîtresses, on va dire, qui sont grandes sœurs, allez, mais très grandes sœurs, qui sont ici présentes. Donc, je vous souhaite la bienvenue, aussi bien à vous qui êtes dans la neige au Québec, à nous qui sommes ici. Donc, je vous ai présenté maintenant ce que j'aimerais, dans l'ordre dans lequel je vous ai présenté, que vous présentiez en 2 mots. Vous avez 2 minutes pour présenter vos associations, parce que là, je ne veux pas commettre d'impair, et j'aimerais que vous expliquiez au public présent ce que vous faites et depuis quand vous existez, et puis tout bêtement à quoi sert une association. Dominique, je te laisse la parole. Bonjour. Bonjour à tous. Mon nom est Dominique Seigneur. Je suis directrice des communications chez Allergie Québec. Je suis aussi maman d'une petite fille qui vit avec des allergies alimentaires depuis 7 ans. C'est ce qui m'a menée chez Allergie Québec. J'ai appris à comprendre les allergies alimentaires un peu plus. Allergie Québec est un organisme à but non lucratif qui a vu le jour il y a environ 25 ans. Donc, depuis 25 ans, nous travaillons à offrir des services aux gens qui ont des allergies alimentaires. Donc, on promouvoit la sécurité et puis on améliore la qualité de vie des gens vivant avec des allergies alimentaires. On a toutes sortes de programmes. Donc, on a des programmes de formation qu'on adapte selon le public. On a un programme de parrainage. Donc, si vous voulez, donc on a des gens qui sont jumelés avec une personne qui vit un peu la même situation qu'elle en allergie alimentaire. On offre des webinaires, donc une version en ligne, en direct, d'information, de formation. Ils sont gratuits. Nous avons une ligne de support téléphonique gratuite aussi, ouverte 24 heures. Les gens peuvent y laisser des messages. Et nos nutritionnistes qui répondent à ces appels gratuitement sont formés en allergie alimentaire. Allergie Québec est assez fort sur les réseaux sociaux. On fait des lettres mensuellement. Beaucoup d'informations figurent sur notre site Internet. Et un petit peu plus tard, on va vous parler de collaboration pour la prise en charge des enfants allergiques à l'école et l'établissement avec notre protocole dans les écoles. Projet pilote. Marie-Josée, je te laisse la parole. Merci Dominique, merci Anita pour la présentation. Alors écoutez, j'aurais été ravie d'être avec vous physiquement aujourd'hui, d'autant plus que mes ancêtres viennent de Combremont-le-Petit. Je crois que c'est pas très loin d'où vous êtes. Ah non, ouais, d'accord. Alors écoutez, j'ai créé Déjouer les allergies en 2003. Je suis l'air d'un jeune homme de 19 ans, top. Alors donc, Déjouer les allergies depuis 2003, ça signifie que cette année, on va célébrer nos 15 ans. Donc, de Déjouer les allergies, toutes ces années-là, c'est de transmettre de l'information fiable, crédible sur la gestion des allergies alimentaires.
Concrètement, Déjouer les allergies, c'est un site web qui regorge d'informations, de conseils, de trouvailles et toujours vraiment centré sur l'alimentaire. Une page Facebook très dynamique, un groupe de soutien virtuel qui comprend plus de 4000 personnes, 3 livres publiés aux éditions Québec-Amérique, en 4 parce qu'un des livres a eu une première édition, une deuxième édition. Près de 80 formations, conférences, journées, autres activités organisées au fil des années. Une communauté aussi qui est très chaleureuse, très dynamique, que ce soit sur le web ou lors de différentes activités. Et au fil des années, j'ai collaboré avec différents dossiers, donc comme Dominique le mentionnait, le dossier de la gestion des allergies alimentaires en milieu scolaire. Voilà pour moi. Bien. Maintenant, Pascal. Bonjour, enchantée. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Donc, je suis Pascal Couratier, porte-parole de l'Association française de prévention des allergies. J'ai rejoint cette association il y a à peu près une dizaine d'années parce que je vois pas tout le monde, j'avais mon neveu qui était allergique alimentaire et malheureusement, c'était une allergie sévère et il est décédé à l'école. Donc, je me suis dit plus jamais ça et de fil en aiguille, j'ai rejoint l'association. Au départ au niveau local, parce que bon, il faut aussi le temps de faire son deuil et de digérer, on va dire, et puis de s'impliquer dans cette fameuse association qui est fabuleuse et qui existe aussi depuis 25 ans. Et maintenant, je suis donc impliquée au niveau national et même international. Et l'association, en fait, œuvre pour le bien-être des allergiques, l'amélioration du quotidien, aussi bien au niveau des pouvoirs publics, pour la mise en place de certaines réglementations pour l'accueil des enfants à l'école. Au niveau, des pouvoirs publics aussi concernant l'étiquetage. On a un gros travail au niveau de l'Europe sur ce dossier-là. Puis bon, diverses choses sur les pollens, etc. Et également au niveau du grand public, on fait des informations comme aujourd'hui vers le grand public sur tous les sujets de l'allergie. Et on a également une part de notre activité qui concerne la formation. On fait de la formation aux professionnels, que ce soit des professionnels de santé, des professionnels au niveau de l'éducation nationale, des collectivités, puisque en France, en fait, ce sont les mairies ou les collectivités qui sont en charge du temps de cantine. Et on met tout ça en place et on forme beaucoup de monde à ce sujet parce que la prise en charge n'est pas tout le temps bien faite, donc on abordera le sujet je crois un peu plus tard. Et on a également dans notre activité une toute petite part de recommandations de produits pour que les allergiques puissent orienter plus facilement leur choix, mais ça reste vraiment une part minime pour essayer un petit peu aussi d'informer les personnes allergiques sur les mentions parfois un peu on va peut-être dire trompeuses de façon entre guillemets, notamment sur les mentions hypoallergéniques qui n'ont pas de réglementation. Donc on informe quand même le patient et tout en leur proposant un autre produit ou quelque chose qui leur permet d'avoir un choix. Voilà en gros tout ce que nous pouvons faire. Merci. Laure Tercier. Donc, comme l'a dit Anita, je suis la représentante francophone du Centre d'allergie suisse. Le Centre d'allergie suisse, c'est une fondation indépendante et d'utilité publique qui est active dans toute la Suisse, qui est basée dans la partie alémanique de la Suisse, donc à Berne. Et puis, notre mission, c'est d'aider les personnes allergiques et leur entourage. Donc, on travaille sur toutes les allergies, donc les allergies respiratoires, les allergies de la peau, donc pas uniquement allergies alimentaires. Dans nos prestations, enfin, il y en a beaucoup, mais il y a une prestation d'information donc pour la personne allergique nouvellement diagnostiquée ou qui pense avoir une allergie ou une intolérance et puis qui appelle notre hotline et puis on va faire ce qu'on appelle un triage et puis on va la diriger vers les professionnels ou les spécialistes qui lui conviendraient. Ensuite, pour ce qui est des gens qui tournent autour des personnes allergiques, donc on a notre mission d'information, on donne des conférences ou des cours, que ce soit dans la gastronomie, que ce soit les restaurants ou les cantines,
On va donner des cours ou des conférences si on est appelé. On fait ce qu'on appelle le workshop anaphylaxie. Donc on va dans les écoles, dans une école dont qui a un enfant avec un risque de choc anaphylactique et puis qui nous demande notre intervention. On va avec un allergologue pédiatre et puis on va aller expliquer les enjeux de cette allergie dans l'école et puis surtout expliquer aux enseignants comment utiliser l'EpiPen. On organise des camps de vacances pour les enfants avec des allergies et des intolérances, pour qu'ils soient entourés par un personnel formé et puis un cuisinier en diététique, pour qu'ils puissent profiter d'une semaine avec d'autres enfants et puis quand même pouvoir avoir du plaisir et puis être en sécurité. Voilà, ça c'est quelques-unes de nos prestations pour les personnes allergiques et puis pour les personnes qui gravitent autour d'eux. Et puis sinon, voilà. C'est voilà, ouais. Moi j'avais une question, une question inédite. Vous êtes 4 là, dont 3 associations, Dominique, Pascal, Laure. Vous avez déjà été en contact les unes avec les autres ou pas du tout? Indirectement, je pense qu'on en parlait un peu hors onde tout à l'heure, indirectement pour moi, mais mon équipe, donc la direction générale et la précision, assiste à des représentations internationales pour représenter Allergie Québec internationalement. Donc, Marie-Noël, je crois que vous aviez déjà rencontré des membres de chez Allergie Québec aux États-Unis, c'est bien ça? C'est bien ça. Et là? Oui. Non, nous on est petite Suisse. Dans votre petit trou, Berne, hein? Vous êtes dans la capitale. Par contre, j'avais lu sur vos différentes associations, mais après on n'avait jamais été en contact. Mais bon, c'est jamais trop tard. Vous ne pourrez plus le dire maintenant, hein? D'accord? Bon, on va passer aux choses sérieuses maintenant, quoique c'était très sérieux jusqu'à présent. Moi, j'ai une question à vous poser, parce qu'en fait, je vais vous faire que des questions, parce que ma vie d'Allergissima, au sein d'Allergissima est tellement, je suis encore mouillée derrière les oreilles, j'ai encore des couches culottes, donc je peux pas dire grand chose. Par contre, je vais vous poser une question, indépendamment de association Marie-Josée Bété ou rien du tout, c'est égal. Comment se passe la prise en charge au Québec, en France et en Suisse, d'un enfant allergique? Au niveau scolaire, d'abord, ou petite enfance, on appelle ça des garderies chez nous, je ne sais pas comment vous appelez ça, la nounou. Comment ça se passe au Québec? Je peux peut-être commencer, oui, effectivement. Alors, je vais exposer la situation actuelle et je vais parler du protocole sur lequel j'ai travaillé pendant un certain temps. Alors, c'est sûr que je vous dirais au Québec, en Amérique du Nord, de façon générale, on est quand même assez avancé pour ce qui a trait à la gestion des allergies alimentaires. Par contre, au Québec en particulier, pour ce qui est de la gestion en milieu scolaire, la situation n'est pas idéale. Il n'y a pas actuellement au Québec une politique uniforme qui régit l'anaphylaxie en milieu scolaire. Donc, la conséquence de ça, c'est que quand il y a des protocoles d'intervention, il varie d'une commission scolaire à l'autre et d'une école même à l'autre au sein d'une même commission scolaire. Donc, en pratique, on a un système à plusieurs vitesses. Par exemple, certaines écoles vont obliger les élèves allergiques à porter leur auto-injecteur d'adrénaline et d'épinéphrine sur eux. D'autres écoles vont l'accepter et d'autres écoles vont le refuser. Par exemple, certaines écoles vont bannir les arrachés de l'énol, d'autres écoles vont bannir beaucoup plus d'allergènes et certaines écoles ne bannissent aucun allergène. Dans certaines écoles, il va y avoir une formation sur l'allergie alimentaire qui est donnée au personnel de l'école. Et dans d'autres écoles, s'il y a une formation qui est donnée, elle va être vraiment minimale. Dans certaines écoles, on constate qu'on va conserver une trousse dans la trousse de besoin de l'école, on va conserver un auto-injecteur au cas, donc un auto-injecteur qui n'est pas identifié à un enfant allergique en particulier. Au cas où il y a une urgence et qu'un enfant allergique non connu est allergique à l'école. Mais dans d'autres écoles, il n'y a pas d'auto-injecteur commun. Donc, c'est pas une situation qui est, on va se le dire, idéale. Alors, on a fait ce constat-là et il y a une coalition de différentes associations, je faisais partie, qui a été créée suite au décès d'une petite fille, Megan, dans l'école montréalaise.
à la suite d'une réaction allergique où les intervenants à l'école, au service de garde, n'ont pas su réagir correctement, n'ont pas su administrer l'auto-injecteur et communiquer avec les services d'urgence en temps opportun. Donc, éventuellement, ce dossier-là a été repris par qui m'a confié la création d'un projet de protocole sur lequel j'ai travaillé depuis 2000. J'ai débuté le travail en 2014 et ça s'est complété en 2016. Donc, essentiellement, le protocole je vous dirais là, tous les aspects de la gestion des allergies à l'école. Alors, d'abord, l'identification de l'élève de réaction allergique ou anaphylactique, l'élaboration de plans d'intervention individualisés, donc une fiche d'identification avec un plan d'urgence, le reposage des médicaments, on précise que l'école a autorisé l'enfant à porter son auto-injecteur sur une circonstances exceptionnelles et vraiment rarissimes. Par ailleurs, on recommande fortement, sans l'imposer, que la trousse de l'école contient un auto-injecteur d'adrénaline ou commun. On recommande qu'il y ait au moins une formation qui soit donnée aux membres du personnel scolaire par année chaque année, idéalement lors de la rentrée scolaire. On définit aussi, on donne une idée quels sont les qui devraient, qui demandent qu'il y ait une intervention d'urgence qui se fasse. Alors, on décrit ces symptômes-là de façon assez précise. On distingue les symptômes et les symptômes graves. Et donc, voilà, le protocole pour finalement tous les aspects là, de l'intervention. Les mesures de prévention aussi, nous, au Québec, on préconise beaucoup plus la sensibilisation et l'éducation que l'interdiction d'aliments à l'école. Alors, pour dans le protocole, on suggère à cet égard-là un plan de communication. Alors, donc, le protocole, c'est un peu les points du protocole, et ce protocole, et je vais passer la parole à Eric, a été implanté dans certaines écoles dans le cadre d'un projet pilote. Alors moi, j'aimerais juste poser une question. Oui. Il faut comprendre qu'au Québec, vous êtes en train de mettre en place le protocole, parce que ça n'existait pas. Exactement. On était en retard par rapport, excuse-moi Dominique, juste un instant, on était en retard par rapport au reste du Canada, d'ailleurs, à cet égard-là. Non, il n'y a pas de protocole actuellement. C'est un projet pilote, Dominique. Donc, en fait, ce qu'on aurait souhaité, c'est d'avoir soit une loi comme en Ontario, qui est notre province voisine, ou un encadrement, une réglementation. Or, ce n'est pas le cas. On a fait certaines approches auprès du gouvernement. On ne sentait pas qu'il y a une priorité accordée à ce dossier de standardisation au Québec. Donc, Allergie Québec a décidé de reprendre le tout et de confier vraiment, comme je disais, de s'allier avec Marie-Josée, qui avait une belle expérience, qui avait été au centre de toutes ces négociations-là depuis les dernières années. Donc, on voulait établir une stratégie qui risquait de diminuer le risque d'exposition à un allergène en milieu scolaire. On voulait sensibiliser tous les gens qui travaillaient autour de l'enfant à tous les jours, travailler sur des protocoles d'urgence qui sont standardisés. Donc, faire en sorte qu'on met en place quelque chose à une école et que c'est standardisé partout au Québec. Ceci dit, nous n'avions pas d'aide gouvernementale, nous n'avions pas de subvention, donc on le fait. On est allé chercher un ou deux alliés, des partenaires privés, et puis on l'a lancé à 10 écoles. Présentement, 10 écoles travaillent selon le protocole en projet pilote. C'est la phase 1 du projet pilote. Cet automne, à la rentrée 2017, nous passerons en phase 2 du projet pilote. Nous visons une vingtaine d'écoles supplémentaires, tant du milieu public que du milieu privé. Donc, c'est ce qui est ce qui est en plan présentement. Et par la suite, quand on aura, on a travaillé à élargir la cohorte, on a toutes sortes de renseignements qui sont donnés aux écoles, on les forme, ces écoles-là, soit par webinaire ou soit en personne. L'étape suivante sera d'aller présenter probablement à certains ministères. Donc, ici au Québec, on a plusieurs ministères qui sont impliqués. José en connaît une bonne partie du sujet, mais le ministère de l'Éducation, le ministère de la Famille, seulement vous aider. Donc, ce projet et les retombées de ce projet-là, suite à des sondages qu'on envoie, sera soumis à certains ministères dans le but d'être accompagnés pour effectuer une standardisation au Québec. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien,
Le Canada a plusieurs provinces, donc c'est propre à chaque province. C'est pas propre. Exactement. Et le Québec est un petit peu en retard présentement. Le Québec n'a pas de standardisation. Donc, l'initiative de Marie-Josée Allergie Québec, ensemble, de créer ce protocole a été fait vraiment pour prouver, faire avancer les choses, un peu montrer qu'on en a vraiment besoin. Et puis, c'est un problème de santé publique, les allergies alimentaires, puis qu'on doit vraiment standardiser tout ça. Vous pouvez, vous avez l'appui des autres provinces dans lesquelles c'est déjà effectif ou pas? Ben, en fait, c'est pas une question d'appui, Anita, je vous dirais, parce que chaque province est indépendante à cet égard-là. Okay. On peut faire pour convaincre nos autorités politiques et de montrer l'exemple de ce qui se fait ailleurs. En Ontario, l'Ontario qui a été la première qui a implanté un protocole de ce genre-là. Et d'autres provinces qui ont mis également des protocoles similaires. Donc, on peut montrer ce qui se fait ailleurs et essayer de convaincre les autorités politiques que c'est plus que temps qu'on passe également au Québec. D'accord. C'est un enjeu qui est provincial dans notre cas. Ce n'est pas un enjeu national. Donc, c'est pour ça que ça se passe vraiment au Québec avec les autorités provinciales. D'accord. Pascal, en France? En France, nous avons la chance d'avoir une circulaire qui émane du ministère de l'Éducation nationale, qui donc encadre l'accueil des enfants allergiques. Ça s'appelle le PAI, le protocole d'accueil individualisé. Et donc, c'est un document qui doit contenir, donc cette circulaire doit faire 5, 6, 10 pages, je ne sais plus exactement, où on régit vraiment tout, on encadre tout. C'est-à-dire de l'accueil de l'enfant, l'aménagement des activités, les activités donc manuelles par exemple, on peut en parler aussi, la prise en charge durant le temps de cantine, qui va prendre le panier repas, est-ce que ça va être un panier repas ou tout simplement le menu va être adapté à la cantine, etc. Donc il y a cette circulaire qui décrit le tout, et on a un protocole donc qui fait là plutôt 3 pages et qui va être en fait rédigé entre les parents, c'est les parents qui vont le demander, l'école qui reçoit l'enfant et la collectivité, puisque le temps de cantine, comme je l'ai dit tout à l'heure, est régi par la collectivité, donc soit la mairie si c'est les petites classes, le conseil général ou régional en fonction du collège ou du lycée, ou en fait en fonction de l'âge de l'enfant. Et donc ce protocole est signé par les parties, donc l'école, la collectivité, le médecin allergologue aussi et le médecin scolaire. Tout le monde signe et on décrit, par exemple, il y a le nom de l'enfant, la photo de l'enfant, on dit voilà, cet enfant a telle et telle allergie, on doit faire ça en cas de réaction, on doit effectivement apporter un panier repas ou pas, il a une trousse d'urgence qui est rangée à tel endroit. Depuis quelque temps, nous on demande vraiment que ce soit spécifié la localisation du rangement de la trousse d'urgence. On demande à ce que normalement, dans cette circulaire, on spécifie qu'il doit y avoir une formation, mais bon, ça on en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, tout ça est réglementé. C'est uniforme. Alors on a cette circulaire qui est nationale, mais pour revenir à ce que disait tout à l'heure Marie-Josée, malgré ce protocole, malgré cette circulaire, on n'a pas d'accueil uniformisé. On a des écoles où ça va très très bien se passer, l'enfant va être accueilli dans de très bonnes conditions, on ne doit pas l'isoler seul à une table, on ne va pas lui refuser la cantine, on ne va pas lui refuser la périscolaire, tout va très bien se passer. Et par contre, il y a d'autres écoles où dès qu'on va prononcer le mot allergie, l'enfant va être banni de l'école, à la limite on va dire on n'a pas de place dans notre école, allez ailleurs. Donc ça c'est pour faire, il n'y a vraiment pas d'égalité sur la prise en charge au niveau national. On œuvre dans ce sens. C'est vrai qu'on s'aperçoit souvent que c'est une question de personnes. Il faut vraiment discuter, aborder le sujet. Pour en revenir, cette circulaire-là, par contre, sur cet accueil-là, il ne bannit pas, tout à l'heure aussi, et là je voulais rebondir sur ce sujet, au Québec, il y a des écoles qui bannissent des allergènes. Et nous, en France, on a des parents qui demandent à ce que certains allergènes soient bannis de l'école. Nous, en tant qu'AFPRAL, on n'est pas forcément pour. Parce qu'on se dit que dans la vraie vie, nos enfants vont grandir, un jour ils vont être confrontés à la vraie vie, à la réalité, et ce jour-là, s'ils n'ont jamais vu une noix, ils n'ont jamais vu quoi que ce soit, ils n'ont pas été confrontés, ils n'ont pas appris à dire non, je refuse, à faire attention déjà, même si c'est de la responsabilité de l'adulte quand ils sont enfants, ils vont être après arrivés à 18-20 ans, que va-t-il se passer, comment ils vont être pris en charge? Donc,
Pour l'instant, c'est vrai que notre position depuis plus de 25 ans, c'est ne pas bannir de l'école ou ce genre d'aliments, les aliments, donc les 14 allergènes, ou notamment, nous, les arachides, c'est peut-être un peu moins fréquent, mais les œufs, le lait, voilà, ça devient aussi compliqué. On prend, pour exemple, à l'école, il y a des enfants qui sont diabétiques, on ne supprime pas les desserts. Donc, voilà. Mais ça, c'est une petite parenthèse pour dire comment on évolue. Je peux faire une intervention bien là? sûr. En France, on parle de 14 allergènes. Au Québec, oui, vous avez aussi une loi. Nous en avons 10 au Québec. D'accord. Notre petit nouveau est la moutarde. C'est le dernier qui a été ajouté à la liste par Santé Canada. Contrairement à vous, je pense que c'est plus longtemps que la moutarde figure sur la liste des allergènes prioritaires. Oui. Depuis 2009, je crois bien, hein, déjà, c'était même 2004, il y avait déjà cet allergène qui était mis. Laure, en Suisse, on a quelque chose? On a 14 aussi. Oui. On a 14. Ah ouais, c'est parce qu'on habite à côté. Un petit peu, pas tout à fait, mais voilà. Sinon, concernant la loi, alors nous, on a une circulaire, ça a moins d'impact que la loi au niveau de la France. On réfléchit aussi à demander une loi, mais c'est vrai qu'on a peur que la loi soit moins souple. Et ce qu'on souhaite vraiment en France, ce serait avoir de la souplesse parce que toutes les allergies sont différentes, les enfants sont différents et on ne peut pas forcément avoir un cadre trop rigide et trop cadré. Il faut pouvoir, un enfant qui est allergique à la pomme, on vous dira, ok, l'enfant peut consommer ce qu'il y a à la cantine, mais il ne mangera pas de dessert ou pas de fruits, comme ça, voilà. Pour qu'il y ait vraiment davantage de souplesse, on aimerait aller dans ce sens-là plutôt. Et sur le port du stylo, alors ça se fait très très rarement, même pratiquement jamais, que les adolescents, à partir du collège, donc c'est à partir de 11 ans, par rapport à la circulaire, il est spécifié que les enfants peuvent avoir le stylo sur eux. Mais dans la pratique, ça ne se fait pas du tout. Non, ça n'existe pas, sauf cas extrêmement rares. Voilà. Est-ce que je peux me permettre une question? Oui. Si c'est très rare que les adolescents portent sur eux en pratique lors d'une réaction allergique, comment ils se débrouillent? J'ai pas compris. C'était assez assuré. Si vous pouviez répéter. J'ai dit, vous avez mentionné que les adolescents ne portaient pas leur auto-injecteur sur eux. Oui, c'est ça, oui. Alors, en cas de réaction allergique, il faut courir à l'infirmerie, il faut espérer que l'infirmier soit là, que le bureau ne soit pas fermé à clé. Voilà, donc... comme on dit, l'espoir fait vivre, hein. Mais voilà, on n'a pas le stylo. Même dans les petites classes, les enfants n'ont pas les stylos sur eux. Bon, dans les petites classes, on peut comprendre, mais les adolescents ou même après au lycée, hein, à partir donc de la seconde, ça fait 16 ans, 15-16 ans, non plus. Alors, bien souvent, du coup, les protocoles ne sont pas respectés et les enfants peuvent avoir, quand il y a vraiment des cas d'allergie sévère, les enfants peuvent avoir discrètement, sans le dire, en fait, le stylo dans leur cartable. Hein, ça, c'est vrai, ça arrive. Comment vous réagissez à la PRAL par rapport à ça? Est-ce que vous essayez de faire pression pour que, en bas âge, on puisse demander à l'enfant de transporter sa médication sur soi? Alors, non, on n'agit pas dans ce sens-là parce que les écoles ne sont peut-être pas forcément très grandes non plus, donc l'enfant n'a pas sur lui. C'est la responsabilité de l'institutrice d'avoir la trousse toujours à portée. Et si jamais il y a une sortie scolaire dans un musée, à la piscine ou n'importe où, ou pour le sport, c'est la responsabilité de l'instituteur chargé de l'enfant de transporter cette trousse. C'est très différent ici. Oui. On essaie, puis sans jugement, là, vraiment, je pense que c'est une question de sécurité. La façon que je l'interprète ici, c'est qu'on essaie d'apprendre aux jeunes enfants. Souvent, Marie-Josée, là, je nous vois intervenir un peu de la même façon. Elle est allergique. On essaie d'apprendre à ces enfants-là, justement, cette histoire de non-retrait alimentaire dans les écoles. Ça va un petit peu avec l'histoire de devenir responsable de ses allergies alimentaires. Oui. Donc, on essaie que l'enfant porte sa médication en bas âge. On dit que vers 6 ans, nous, c'est ce qu'on appelle la maternelle, donc juste l'année avant la première année. Oui. À la sortie de la crèche, de la garderie, donc on apprend l'enfant à le porter. D'ailleurs, Marie-Josée, sur son site, vend des superbes petites pochettes que les enfants adorent. Moi, personnellement, ma fille, depuis qu'elle a 4 ans et demi, elle le porte à la taille, elle est responsable. Elle sait comment s'injecter. Elle sait qu'il serait possible qu'elle ne soit pas en mesure de s'injecter si elle fait un choc anaphylactique. Elle l'a à porter sur elle. Toujours dans la maison. Moi, j'en ai dans mon sac et tout ça, mais on essaie vraiment de reproduire ceci à l'école.
Ceci dit, c'est arrivé qu'on l'oublie c'est la vie on retient de manger jusqu'à ce qu'on le retrouve quand elle était plus petite. Mais on essaie vraiment à l'école de responsabiliser l'enfant et de faire collaborer les professeurs, les éducatrices, en sachant que l'enfant, même en a un dans son sac à dos qui reste en classe, un à l'infirmerie, mais vraiment un sur soi. On travaille beaucoup en ce sens-là. Alors, je suis assez surprise aujourd'hui d'entendre ça, mais comme vous dites, la réalité est peut-être pas la même, les classes plus petites et tout ça. Peut-être, oui. Alors aussi, pourquoi on va pas forcément dans ce sens-là? C'est aussi pour responsabiliser les adultes qui sont quand même responsables aussi des enfants. Et si en France, en tout cas, on le ressent bien comme ça, si les enfants devaient porter leur stylo injecteur sur eux, ça serait plus de la responsabilité des adultes. Ça serait vraiment uniquement la responsabilité des enfants. Déjà, à l'heure actuelle, on le voit quand on parle de stylo autodéclenchant, on lui donne, il se débrouille. Alors qu'un enfant, ou même un adulte, quand il commence à faire un choc et qui commence à être en situation un petit peu compliquée, avec une dégradation de son état général. Voilà, de son état général, n'est pas forcément capable de faire l'adrénaline ou de la faire, parce qu'elle n'a plus la capacité de le faire, sans pour autant parler d'être inconsciente, mais parce que on commence à être, alors je sais pas si au Québec ça se dit, ou en Suisse on est flagada, on n'est pas très bien, et du coup on peut pas vraiment, on n'a pas la lucidité pour intervenir, et un enfant peut-être encore moins, et vraiment on sent que si on donne uniquement cette responsabilité à l'enfant, les adultes vont totalement se décharger et dire non, c'est bon, il le fait, il se débrouille. Là-dessus, je dois dire que quand on demande aux enfants de porter leur auto-injecteur sur eux, ce n'est pas parce qu'on s'attend à ce qu'en cas de réaction allergique, surtout les plus petits, ils administrent eux-mêmes leur auto-injecteur. C'est simplement parce qu'à ce moment-là, l'auto-injecteur est à portée de main. Mais la responsabilité reste du personnel scolaire d'intervenir en cas d'urgence. Ça, c'est très clair. Oui, comme ça. Est-ce que n'importe qui peut administrer l'auto-injecteur en France, en Suisse? Nous, au Québec, depuis quelques années, une modification de règlement, donc officiellement, n'importe qui peut administrer la médication en cas de réaction allergique chez une personne connue. Est-ce que c'est la même chose? Alors, en France, donc déjà l'AFPRAL avait travaillé donc sur cette fameuse circulaire depuis 2003. Il était spécifié que tout adulte devait utiliser le stylo injecteur, tout adulte encadrant devait utiliser le stylo injecteur en cas d'urgence vitale. Mais ça n'a pas été suffisant pour décider, on va dire, décider le personnel. Il y avait toujours une grande réticence. Donc, il y avait eu un courrier fait au Conseil de l'Ordre national des médecins qui a bien précisé que l'utilisation du stylo injecteur fait dans le cadre du PAI, donc de ce fameux protocole qui était signé, n'était pas un geste médical, à condition qu'on ait montré aux encadrants comment utiliser le stylo injecteur. Donc ça, c'est avéré. On ressort très souvent ce petit courrier lors de nos conférences et pour vraiment persuader le personnel. Et puis après, du coup, le personnel accepte. Mais il y a beaucoup de réticence. Mais à partir du moment où on fait de la formation ou de l'information, qu'on explique comment fonctionne ce fameux stylo, et puis nous, on utilise souvent le terme autodéclenchant, on évite le mot injection, on parle d'adrénaline, bien sûr, mais on ne parle pas forcément de piqûre, et du coup, ça dédramatise vraiment. On dit on utilise un stylo autodéclenchant, il y a de l'adrénaline, donc on oublie l'aiguille, on oublie l'injection en elle-même, et ça dédramatise vraiment. Mais il faut vraiment avoir une formation pour que le personnel se sente un peu plus enclin à le faire. En terminant, est-ce que vous pourriez me rappeler, je crois que depuis que vous l'avez mentionné, je ne suis pas certaine d'avoir bien compris, cette fameuse circulaire, vous y avez collaboré, mais est-ce qu'elle a été, est-ce qu'elle est gérée par une entité externe, est-ce que c'est gouvernemental? Alors en fait, il y avait eu un groupe de travail fait avec l'AFPRAL, donc l'association de patients, il y avait également l'AFDIAC qui représente les cœliaques, et le gouvernement, donc le ministère de l'Éducation nationale, on a travaillé en collaboration pour mettre au point cette circulaire, pour l'adapter aux enfants allergiques, parce qu'en fait, il y avait déjà un protocole qui existait pour toutes les maladies chroniques, et on l'a un peu amélioré pour les allergies alimentaires, adapté, on va dire, pour les allergies alimentaires. Ouais. Voilà, voilà. Et on voudrait la faire évoluer. Parce qu'en fait, cette circulaire a été faite en 2003
Et les choses ont évolué, la recherche a évolué. On sait que maintenant, c'est plus où je peux manger à la cantine, où je peux pas consommer le plat, mais on peut adapter, faire de l'éviction simple, dire voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai réagi à la pomme, je consomme pas de pommes, mais je peux très bien manger l'entrée, une salade, un poulet au curry ou autre. Mais effectivement, on fait attention aux pommes. Après, bien sûr, tout dépend de la réaction de l'enfant, à savoir s'il a déjà fait 3 chocs et qu'il a un potentiel de réaction anaphylactique ou si il a un petit peu d'eczéma. C'est là aussi où on veut vraiment faire la différence et expliquer la différence entre allergie sévère et allergie moins sévère. Moi, j'aimerais juste répondre, faire une parenthèse à la question qui peut administrer l'EpiPen. Je laisse Laure Tercier répondre à ça. On répond quoi? Pour la Suisse. Pour la Au Suisse. niveau de l'école, si on parle de l'école, Oui. on n'a pas de loi, on n'a pas de règlement officiel. En Suisse, par contre, on se base en fait sur la règle qui est la suivante. Lorsque les parents déposent leur enfant à l'école, en fait, ils transmettent le devoir de garde aux enseignants. Et donc, une réaction anaphylactique, elle va dans le même sens que protéger un enfant d'un accident durant l'école. Donc, en fait, on se base sur ce règlement-là, sur la position de garant en fait, qu'a l'école par rapport à l'enfant. Maintenant, dans le public, il y a une maman d'un enfant polyallergique qui aimerait vous poser la question. Je ne sais pas à qui. Je vous donne la parole. Oui, alors c'est un petit peu pour tout, la France et le Canada. Est-ce que les enfants qui arrivent avec leur propre repas dans les cantines, est-ce que ça pose problème? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'ils sont facturés comme les autres enfants dans le pays? Voilà. Qui répond? Alors, Je peux peut-être, oui. Allez-y. Non, Marie-Josée, vas-y. Oui, d'accord. Alors, dans les faits, ce qu'on constate beaucoup dans les écoles, c'est que souvent, dans plusieurs écoles, presque la moitié des enfants vont apporter leur lunch, leur propre repas du midi. Les autres vont manger le repas servi par un service de traiteur. Donc, en soi, à ce niveau, la majorité des écoles, je crois, les enfants qui ont des allergies alimentaires, ils apportent leur propre repas, c'est pas vraiment un problème. Maintenant, pour ce qui est de la gestion au moment quand même, il y a certains enfants dans certaines écoles, il y a des enfants qui mangent à la table avec tous les autres. Dans les écoles, parfois la demande des parents, l'enfant allergique va se retrouver sur une à part, avec des parfums tout seul, et j'ai vu dans certaines écoles des cas où d'enfants allergiques sont déplacés même dans la direction pour manger à part. C'est sûr que c'est jamais moi le genre de position que j'ai préconisé. Un enfant avant d'être allergique, c'est aussi un enfant, il a besoin de socialisation et tout ça. Maintenant, il peut avoir des cas particuliers plus problématiques, mais mon fils qui est multi-allergique, il y a plusieurs réactions qui sont quand même graves. A toujours mangé à l'école avec ses amis, avec sa boîte à lunch, pour limiter finalement son territoire. Et pendant toute sa scolarisation, il n'a jamais eu cette réaction allergique. Alors, c'est sûr qu'idéalement, c'est ce qu'on souhaite. Et au Québec, je dirais que l'idée des cantines, qu'on appelle cafétéria, chez nous, est plus instaurée au niveau de l'école secondaire. Donc, après le niveau primaire, comme Marie-Josée disait, c'est souvent des traiteurs externes qui vont fournir des repas qui doivent être commandés à l'avance. Effectivement, nos enfants polyallergiques ne peuvent pas être les repas adaptés pour eux, donc ils apportent leur lunch. L'idée de la cantine, servir des repas, le plateau, c'est plus à l'école secondaire, donc quand les enfants ont environ 12 ans. D'accord. OK. Et en France, alors, tout à l'heure, je parlais de la circulaire 2003. Cette circulaire régit bien le panier repas qui dit, voilà, un enfant allergique peut apporter son panier repas à l'école. Mais, ce que j'ai dit, il y a la théorie et la pratique. On rencontre des écoles qui refusent qu'un enfant apporte le panier repas de l'extérieur sous prétexte de règles d'hygiène, rupture de la chaîne du froid, etc. Mais on a aussi des circulaires qui attestent que on peut le faire parce que la chaîne du froid ne doit pas être rompue, qu'il suffit d'avoir 2 bouteilles d'eau dans la glacière ou des choses comme ça.
Alors c'est toujours une discussion, une information et un dialogue sans cesse avec les intervenants en face, hein, les personnes qui reçoivent l'enfant. Et concernant le coût, est-ce que la cantine facture, la collectivité facture la totalité ou pas du repas? Un enfant qui mange à la cantine avec un panier repas apporté par la famille, il y a des écoles, donc en fait c'est pas les écoles, ce sont les collectivités qui vont facturer la totalité et qui vont pas faire aucune concession. D'autres qui vont déduire le prix du repas, mais qui vont quand même facturer quelque chose parce qu'il y a quand même les frais généraux, donc la dame de la cantine qui est là, le personnel, les locaux, etc., etc. Mais le problème vient quand il y a un refus total ou qu'on demande aussi aux parents d'apporter un micro-ondes et d'acheter un micro-ondes ou un réfrigérateur spécifique pour l'enfant. Donc si dans l'école il y a 10 enfants allergiques, on demande 10 micro-ondes et 10 réfrigérateurs. C'est un peu du grand n'importe quoi, excusez-moi l'expression. Et puis les thermos ou les packs ça doit pas exister en France, je sais pas. Non, mais on a des personnes. Exactement, mais bon voilà, donc on a des thermos, mais c'est vrai que peut-être que chez nous, j'habite dans le sud de la France, et un thermos toute la journée, une glacière, ça va pas forcément tenir. Donc on arrive et on doit mettre au réfrigérateur normalement. Mais pour les histoires d'hygiène, on arrive, on met ça dans un grand sac, sac type congélation, même si c'est un peu grand, un sac poubelle, qu'on peut mettre directement dans le frigo. Comme ça, il n'y a pas de contact avec ce qui vient de la maison et le réfrigérateur. Mais il y a des circulaires qui démontrent que ce n'est pas la peine. Donc, il faut vraiment parlementer, expliquer, recommencer. Et c'est vraiment dans le dialogue, en fait. Et malgré, donc, cette fameuse réglementation, hein, qui existe depuis plus de 10 ans maintenant, depuis 2003. 13 ans. Vous vous rendez compte? Donc, c'est toujours pas gagné. Mais il y a du mieux. On a répondu à votre question? Oui, merci. Merci, dit-elle. Vous la voyez pas, mais vous devez l'entendre. Laure, on passe à la formation ou tu veux... Oui, parce que moi, j'ai rien à rajouter pour ce qui est des repas. On n'a pas de règles. Enfin, on se rend compte surtout qu'au niveau de la Suisse, on n'a pas de règlement, on n'a pas de loi, on a tout à faire. Donc voilà, il faut faire, sur ce qui existe là, bien sûr. On a tout à apprendre. Elles sont quand même c'est quand même des grandes. Hein. On a dit que c'était nos grandes sœurs, quoi. Ouais. Voilà, quoi. Vous êtes là, hein. Vous êtes obligés. C'est comme ça. Il y a encore une question dans le public. C'est toujours moi. C'est toujours la même. Je ne sais pas comment on appelle ça dans les autres pays. Chez nous en Suisse, au niveau de l'AI, on en a parlé tout à l'heure. Oui, les assurances de prise en charge. Les assurances de prise en charge ou comme des frais d'invalidité. Enfin, c'est pas de l'invalidité, mais est-ce que dans vos pays, il y a des participations à certains frais par rapport aux allergies? En tant qu'allergique, vous pouvez demander une allocation spéciale ou des... Ah oui, bon, il existe une allocation. C'est en fait c'est assez compliqué. De pouvoir... Bon, tout le monde peut la demander. Par contre, elle peut être octroyée aux enfants de 18 ans et moins, premièrement, qui vivent avec des allergies multiples. Les catégories d'allergies multiples sont comme préétablies. Ça doit être des allergènes qui sont présents au quotidien et qui font en sorte que la vie, le retrait de ces aliments-là influence la vie de la personne. Tout ça pour dire que si vous êtes allergique aux pommes, aux noix et aux fruits de mer, par exemple, vous ne recevrez pas l'allocation parce que ce n'est pas considéré comme vital. Donc, le gouvernement a déjà créé certaines bases. On la reçoit pour ma fille. Elle est allergique aux produits laitiers, aux œufs et aux arachides. C'est 3 catégories distinctes qui sont considérées comme vitales par le gouvernement. Et le montant est de... Je crois que c'est 175 $ par mois. Oui. C'est une allocation mensuelle. Oui, une allocation mensuelle. Je crois qu'on va tout déménager chez vous. Même si vous... On va vous acheter des thermos et des ice packs et puis on va vous aider à remplir le formulaire. Ouais, alors, ce formulaire doit être rempli par un allergologue. Ça prend quelques mois avant d'être traité. Bon, vous savez, c'est de la bureaucratie ici aussi. Mais honnêtement, c'est autour de 1 200 $ annuellement, ce qui est probablement 800 € à peu près en ce moment annuellement. C'est un versement mensuel. Les catégories sont rigides. C'est assez difficile de l'obtenir, mais quand on l'obtient, et bien à ce moment-là, on est bon pour toutes les années où tant que l'enfant ne perd pas ses allergies.
Et ça, c'est spécifique aux allergies alimentaires. Les cœliaques peuvent garder leur facture et redemander le remboursement pour la différence de ce qu'ils ont consommé par rapport à un produit de base. Donc, un pain de base se vend $2. Le pain sans blé se vend $4. Ils peuvent garder leur facture et prouver qu'ils ont dépensé en cours d'année un montant X qui correspond à la différence entre qu'une personne qui peut pas manger de blé, de gluten, doit débourser. Donc, eux, ça fonctionne vraiment différemment, mais je dois dire qu'on est assez choyé avec cette subvention-là, qu'il est assez difficile de l'obtenir. Les catégories, d'ailleurs, sur le site d'Allergie Québec, je vous l'enverrai, Anita, Marie-Noël, on a un article qui a été rédigé par un professionnel de la santé qui explique vraiment bien quelles sont les catégories, comment on fait pour l'obtenir, un lien vers le formulaire, etc. Mais ça, c'est pour les enfants jusqu'à 18 ans? Ou ça va C'est plus ça. loin? Donc, Marie-Josée, quand Christophe a eu 18 ans, toi, cette subvention-là, C'est terminé. c'est terminé. Et ça faut quand même dire que le système est intéressant, effectivement. C'est une allocation mensuelle versée par le Régime du Québec. Sauf que, en pratique, c'est une très petite minorité des enfants qui, ayant des allergies alimentaires multiples, qui y ont droit. D'accord. Bon, ben, je crois que, ouais, vous avez beaucoup de neige, mais on va peut-être étudier la chose pour déménager chez vous. On vous accueille les bras ouverts quand vous voulez. Ah. On va élargir nos services à la communauté allergique. Ouais. Marie-Josée, on pourra prendre des vacances. Maintenant, Oui, c'est ça. c'est vrai. Maintenant, on a parlé des formations aussi bien au Canada, en Suisse et en France, dispensées dans les établissements, dans les écoles et tout ça. Mais est-ce que vous faites aussi, les quatre, de la formation à monsieur et madame tout le monde? Est-ce que vous êtes appelés à aller former des parents, des écoles de parents ou des choses comme ça? Et qu'est-ce que vous leur enseignez en fait? Nous, on faisait des conférences personnalisées plus avant, des conférences 1 à 1, on faisait de la consultation. Donc, on vendait des forfaits consultatifs. C'était environ une centaine de dollars pour 1 heure, 1h30. Ce qui était difficile, c'est le déplacement dans tout ça. Nous, on devait payer des nutritionnistes, ça devenait vraiment du cas par cas. Donc, on en fait moins. On essaie plutôt d'utiliser des regroupements de petite enfance, des regroupements de parents, parfois. On organise des conférences gratuites accessibles à tous via l'Internet. Ce qu'on enseigne, c'est une base de communication. Comment vivre. Nous, en fait, on est un peu le prolongement du diagnostic. On reçoit un diagnostic chez l'allergologue. Ils sont 70 allergologues au Québec, à peine. Divisés dans des hôpitaux, des cliniques. Certains font de la recherche, d'autres... Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est figé, mesdames, mais là, vous êtes de retour. Ben oui, on est Donc, passionnés, on est partout. attentifs, hein, quand même. Parfait. Donc, ils sont un peu partout au Québec. C'est 300 000 personnes au Québec qui ont des allergies. Donc, vraiment, ils sont très occupés. Quand ils offrent un diagnostic avec une prescription pour une épipène, la personne retourne chez soi, elle a très peu d'outils. Elle peut aller chez Marie-Josée, poser des questions. C'est un groupe très actif, dynamique. Elle peut aller chez Allergie Québec, par la nutritionniste, comprendre comment ajuster soit son allaitement, ce qu'elle donne à son enfant, comment ajuster son quotidien, comment voyager, comment changement à la routine, je vous dirais. Là. Vraiment, tout ce qui implique un changement. L'entrée à l'école, les camps de jour, c'est vraiment des questions très adaptées. Ce qu'on fait aussi, c'est que des fois, on va dans des centres de la petite enfance, donc des garderies, expliquer comment réaménager un peu le contenu de leur réfrigérateur, comment on fait pour conserver vraiment la nourriture spécifique pour un enfant allergique, à quel moment on injecte, quels sont les signes à reconnaître, qui doit s'occuper de l'auto-injecteur, où doit-il se situer, est-ce qu'on sert l'enfant allergique en premier, est-ce qu'on peut se permettre de mettre en retrait cet enfant-là, est-ce que l'enfant peut être intégré à une table, donc c'est vraiment du pratico-pratique en général que les gens demandent. On a des formations de 4 à 6 heures qui visent les hôtels, etc. C'est plus lourd. On y va des fois avec des petites formations express pour le quotidien. Donc, ça varie, on s'adapte selon les publics. On forme parfois des nutritionnistes en milieu hospitalier. Ça varie beaucoup. D'accord. De mon côté, avec des jouets d'allergie, je me déplace aussi à l'occasion des centres d'enfance
des colloques ou d'autres organisations, mais surtout on organise chaque année 2 journées de formation complète sur l'énergie alimentaire, une journée à Québec, une journée à Montréal. D'ailleurs, à Québec collabore à ces journées-là avec une présentation. Donc, dans les conférenciers, il y a des allergologues, nutritionnistes, spécialistes de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Et les formations s'adressent au milieu des services de garde, et milieu scolaire, s'adressent aux parents et aux proches des personnes allergiques, en plus évidemment des personnes allergiques elles-mêmes, s'adressent aussi aux nutritionnistes, aux secouristes, aux infirmières. Donc, c'est ça. Alors, ça fait maintenant des années et à chaque année au printemps. D'ailleurs, les formations s'en viennent en avril. Et c'est ça. C'est une journée complète pour vraiment, je vous dirais, là, partir avec les éléments de base là, pour apprendre à bien gérer les allergies alimentaires. L'étiquetage aussi, Marie-Josée, on n'en a pas parlé, mais vraiment, c'est comprendre l'étiquetage, comment on se retrouve là à refaire un peu notre épicerie, la cuisine. Donc, vraiment comprendre l'étiquetage. Je sais que c'est une partie que tu touches et qu'on touche aussi. On a beaucoup de questions à ce niveau-là. Oui. Alors là, au niveau de l'étiquetage, parce que je vois que le temps passe, ici, vous avez 2 pros entre Pascal et Laure qui vont donner des ateliers et qui vont donner des petites conférences dans le cadre de Bulles de santé, justement à ce propos. Laure, au niveau formation? Oui. Alors en Suisse, on est un peu divisé. On a la Suisse alémanique et puis la Suisse francophone. Donc on fonctionne pas pareil entre les francophones et les alémaniques. On a vu que donc nos collègues alémaniques ont déjà fait un pas de plus dans la formation sur les allergies. C'est clair que c'est différent de canton en canton, donc encore différentes régions de la Suisse. Ce qu'il y a comme formation qui est donnée alors, en Suisse alémanique, c'est qu'une école qui fait une demande pour avoir une formation sur l'anaphylaxie, on va intervenir avec un médecin allergologue pédiatre et puis le centre d'allergie pour aller expliquer les différents enjeux des allergies et puis mettre en pratique l'utilisation de l'épipène. On fait ça aussi dans la partie francophone de la Suisse, mais uniquement à la demande de l'école. Donc on ne va pas intervenir spontanément. On intervient quand il y a un cas d'un enfant avec un risque de choc anaphylactique. Et puis sinon, on peut faire des conférences, si on nous demande. On va traiter peut-être plus généralement des sujets de l'allergie, donc plutôt sous forme de conférences, 1 heure, 1 heure et demie. Et puis en Suisse alémanique, il y a encore des choses en plus. Il y a des cours qui ont été mis sur pied par le centre d'allergie suisse, et puis qui sont à disposition des écoles qui le demandent. Des cours compacts, et puis une école peut s'inscrire, elle peut prendre une sorte de forfait, et puis choisir des thèmes sur les allergies, dont l'anaphylaxie fait partie. Mais après, il y a toutes les allergies encore, les autres allergies qui sont dans ces cours. Et puis... on a donc la ville de Zurich, le canton de Zurich, qui est encore un peu plus précurseur chez nous en Suisse, et puis qui a mis sur pied des cours plus systématiques pour les écoles, en collaboration avec je ne vais pas vous dire des bêtises, avec le service du médecin cantonal. Donc il y a une grande collaboration entre la ville de Zurich, le médecin cantonal et le centre d'allergie. Le médecin cantonal, c'est le chef des médecins, c'est un peu ça. Oui. C'est le chef des médecins de la... Le médecin c'est scolaire, la plus haute autorité au niveau... voilà. Médecin scolaire. Ah, d'accord. Voilà, la médecine scolaire. Voilà. Pascal, juste 2-3 mots. On rejoint un petit peu la même chose. Hein. On fait de la formation dans des écoles également, mais effectivement, c'est sur la demande parfois des parents ou des écoles elles-mêmes. Là, prochainement, c'est moi qui interviens sur un réseau d'assistantes maternelles. Dernièrement, il y a eu une collectivité également qui souhaitait former tout le personnel qui gravite autour des enfants, aussi bien pendant la cantine que la périscolaire, les centres de vacances. On a parfois des mutuelles aussi qui souhaitent sensibiliser leurs adhérents. Donc, c'est une conférence grand public à ce moment-là, et des entreprises qui parfois ont des heures dans l'année pour faire de la prévention. Et alors, parfois, c'est sur les allergies, sur autre chose. Et bon, et quelquefois, assez régulièrement d'ailleurs, on nous contacte pour faire ces formations au sein des entreprises qui peuvent avoir le personnel. En fait, c'est pour informer le personnel aussi.
Comme au niveau des formations, on est intervenu auprès des médecins scolaires nous-mêmes, donc pour former les médecins scolaires, parce qu'on a fait une campagne, mais je pense que tout à l'heure une campagne où on a expliqué aux médecins scolaires comment utiliser les stylos injecteurs aussi et les leur distribuer pour qu'eux puissent montrer ensuite par répercussion aux enseignants. C'est assez vaste, hein. Je crois qu'au niveau, oui, médecins scolaires, infirmières aussi, c'est arrivé. Et puis des conférences grand public. Et on s'aperçoit bien qu'à partir du moment où on a expliqué ce qu'est l'anaphylaxie, quand on démontre vraiment l'utilisation du stylo, ça dédramatise vraiment. Les portes s'ouvrent. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on pourrait travailler aussi un petit peu plus ensemble, en échangeant les formations qui sont données, en échangeant les manières pour essayer de dire, voilà, au Québec, ça se passe comme ça, on va vous dispenser, pour autant que ça soit adaptable, je sais pas, c'est une idée, hein, d'être interactif, en tout cas, toutes les 4, les 5, pour pouvoir essayer d'avoir une certaine unité et puis essayer de faire bouger les choses, parce que nous, on doit faire bouger les choses comme chez vous au Québec. Nous, on est encore juste avant le protocole. Vous avez encore de l'avance. Donc, on pourrait prendre exemple et puis avoir une grande sœur qui est la France, qui, elle, a déjà passé au niveau de la législation. Donc, je sais pas, vous en pensez quoi? Certainement. Je pourrais aussi vous faire parvenir, Anita, pour consultation, tous les documents qu'on a développés avec Marie-Josée. C'est une 20aine de pages. Ouais. Le protocole, les outils qu'on a joués à la pousse, la liste des outils, les documents qui ont été plastifiés pour pouvoir être conservés en permanence à l'école. Donc, on vous partagera notre dossier. Je le regardais en ondes plutôt. Je pourrais vous envoyer les dernières versions. Puis, avec plaisir. Hein, on va faire ça. Bon, le temps passe. Il y a des gens qui doivent retourner sur leur stand, entre autres, parce que là, on est bien. Bon, Laure veut dire au revoir, mais elle a juste 2 secondes. Parce que j'aimerais quand même dire une chose, c'est que vous, au Québec, vous êtes, on l'a dit juste hors antenne avant, vous avez eu 2 bébés à 15 jours d'intervalle. D'abord, Dominique Seigneur, qui a sorti Allergique et gourmand, un nouveau livre avec plus de 100 recettes pour bien manger sans danger. Malheureusement, la Poste n'a pas réussi à l'envoyer. Enfin, la Poste, des fois, donc il n'est pas arrivé. Donc, j'ai juste la couverture de Dominique. Dominique, je crois que si on va sur le site Allergie Québec, on peut le commander directement ou ça se passe comment? Oui, vous pouvez envoyer-nous un petit mot. Envoyez-nous un petit mot chez Allergie Québec et puis on pourra vous le faire parvenir. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais partager mon écran pour vous montrer aussi la couverture. C'était pour ça. Voilà. On joue des tours. On a cru qu'on vous avait perdu, les filles. Non, je voulais vous montrer donc la page couverture. Mon livre s'appelle Allergique et gourmand, 140 recettes pour travailler autour des allergies alimentaires, offrir un repas puissant, moderne à tous. Et puis, on a des belles photos, on a des belles idées. On a travaillé fort, presque 2 ans avec les éditions de l'Homme. Il est en librairie au Québec depuis le 1er mars. Et puis, peut-être un jour en France. On verra. Pour le moment, on est au Québec. Et puis, on profite de la vague du lancement. On va faire en sorte qu'il arrive ici. Alors ça, c'était le premier bébé, c'est le plus âgé. Le deuxième, il a... Oui, il y a 2 semaines quand même seulement. Oui, il a 2 semaines, mais là, il y en a un qui a 2 jours, qui s'appelle Lunch réinventé. C'est toujours elle. Et les lunchs réinventés par Marie-Josée et Christophe Betté-Terroux. Je trouve que c'est un magnifique livre, fait mère-fils, avec des petites annotations qui sont sympas. Avec Pascal, on a presque pas dormi pour feuilleter le livre. Elles nous ont quittés. Elles nous ont quittés. Elles avaient prévu une heure.
ligne est très mauvaise. Je sais pas qu'est-ce qui est. On vous a perdu, les filles. On vous retrouve. Vous avez mis où? Il neige chez vous ou bien? Non, mais la ligne, ça a commencé, ça figeait, puis c'est très, je pense qu'au moins on a fait le tour de tous les sujets. Moi, je vous vois pas, j'entends très mal, mais Ah, on attend Marie-Josée, Dominique, nous, on t'a. Ah, t'es là, mais on ne te voit pas. Donc, lunch réinventé, la poste n'a pas dû utiliser la même parce qu'il est arrivé. Donc, je disais hier soir, Pascal et moi, on a eu de la peine à dormir parce que je crois qu'on l'a consulté jusqu'à 1h30 ce matin. Et puis, on avait faim. Donc, voilà. Au niveau des livres, eh bien, il y a Anaphylaxie qui a été édité par l'AFPRAL et qui traite de l'anaphylaxie. De l'anaphylaxie dans tout, comment voyager, comment aller à destination des personnes qui ont des allergies sévères, mais aussi des enseignants et également du personnel soignant, parce qu'on s'aperçoit bien souvent que quand on arrive aux urgences, les urgentistes parfois en savent moins que le patient lui-même. Donc il y a une petite information sympa, sans trop les brusquer, pour leur dire comment agir en cas d'allergie alimentaire et de choc anaphylactique aussi. Parce que... Puis au niveau des livres, Laure n'a pas pris de livre, mais elle a un carton plein de brochures. Donc c'était trop à vous tous les montrer. Donc je vous promets qu'elle a des brochures au niveau de Haha. Elle n'a encore pas écrit un livre en tant que diététicienne. Ça viendra peut-être un jour. Je sais pas. Moi, vous avez vu le mien, vous le connaissez. Je vous l'ai amené au Québec. Donc il est toujours là. Et puis voilà, on est resté dans les recettes du pays et de la région et de saison. Tout ce que je peux vous dire, c'est un grand merci d'avoir été avec nous. Anita, est-ce que je peux me permettre une minute? Oui. Juste un instant. Alors, j'ai coupé, je ne sais pas si vous avez, vous voyez maintenant, j'ai coupé le fil, je ne sais pas ce que vous avez dit sur mon livre, mais je mentionne que le livre est disponible en France, à la librairie du Québec à Paris, ce qui signifie que n'importe quelle bonne librairie en France, CN peut commander, et probablement les librairies suisses aussi peuvent le commander à la librairie du Québec à Paris, et que donc il est en Europe. Quand jouer les allergies alimentaires. J'ai regardé ici, on a créé une librairie spécialisée. J'avais demandé qu'ils regardent pour les avoir, mais le délai était trop court. Mais on va faire en sorte, Bulle de Santé relayera vos adresses pour commander éventuellement vos bouquins à tous ceux qui le veulent. Ça restera une plateforme, donc il va y avoir plein d'infos qui vont être mises petit à petit, entre autres, où commander vos livres, où ça, voilà. Donc pas de souci de ce côté-là, ce sera fait. Parfait. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne journée parce que vous la commencez, nous on va la finir là, quand même. Allez, c'est presque l'heure du repas. Ouais. Et puis, ben, j'espère un prochain contact. En tout cas, il me semble que c'était une bonne expérience. On va peut-être juste dire aussi merci à Espace Gruyère qui chapeaute tout ça parce que c'était un défi. C'était aussi la première conférence Skype qui était donnée dans leurs locaux. Ça a fonctionné. C'est vrai qu'on a des problèmes de liaison et d'écoute, mais notre intervention a été enregistrée. Donc, elle sera postée sur Facebook, entre autres, de Bulle de Santé. Donc, n'importe qui pourra aller le voir et on va la faire à une grande diffusion parce que je crois que ça vaut la peine. Et puis, en tout cas, merci beaucoup et puis à bientôt. Et puis, bonne journée à vous. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci à toutes. Au revoir. Au revoir. On peut s'applaudir. Ouais. On est enregistré là.